Théoriquement, dans un vieux modèle théorique, les migrants émigrent pour réduire l'écart de bien-être entre leurs revenus, en quelque sorte, dans leur pays d'origine et ce qu'ils espèrent avoir dans le pays d'accueil. Donc c'est pour vivre mieux, en gros. Et donc le déterminant clé, c'est les différentiels de revenus, la probabilité de trouver un emploi va compter, bien entendu, et en réalité, la possibilité de se projeter de manière plus positive dans l'avenir. Et pour ses enfants ici, pour faire éduquer les enfants, etc. Donc ça, c'est les déterminants de l'émigration essentiels, connus, s'agissant des migrations économiques. Alors ensuite, vous avez un deuxième groupe de migrants qui sont les réfugiés. Ceux-là, ils sont obligés de partir, parce qu'on le voit avec la Syrie, avec les chocs de guerre qui se produisent dans différents pays. On a ce qu'on appelle des migrations forcées. Ces migrations forcées ne sont pas des migrations volontaires. Elles sont liées aux chocs qui se produisent dans les pays d'origine. Donc c'est des migrations qui sont complètement différentes de nature et en termes de déterminants. Alors ensuite, s'agissant des migrations économiques, une fois que les gens ont décidé de partir pour améliorer leur bien-être par rapport à leur pays d'origine, évidemment, ils ne vont pas forcément aller là où ils aimeraient aller. Pourquoi ? Parce que les coûts de mobilité, les coûts pour émigrer sont très élevés, et donc on va plutôt aller là où se trouvent des réseaux, des gens que vous connaissez déjà, de votre communauté, qui vont vous permettre de réduire votre coût de mobilité. Le coût de mobilité étant un coût pour partir, un coût avant le départ, et un coût de départ, un coût de transport, et puis aussi un coût d'insertion dans le pays d'accueil. Évidemment, si vous allez dans des endroits où il y a déjà des gens de la même communauté que vous, ils vont vous aider à vous insérer, vous aider à vous trouver un logement, etc. Donc voilà pourquoi on ne va pas nécessairement là où on aurait le plus de chances de trouver un emploi, ou là où on aurait des salaires plus élevés, parce que précisément les coûts de mobilité sont très très élevés. Voici donc les déterminants essentiels des migrants. Ensuite, qui sont les migrants ? Contrairement à une idée reçue, les migrants ne viennent relativement moins des pays pauvres que des pays à revenus intermédiaires. En fait, les pays pauvres ont des taux d'expatriation de main-d'œuvre, de migrants extrêmement faibles. Les pays à revenus intermédiaires ont des taux d'expatriation beaucoup plus élevés, maximum. Et puis quand on devient un pays développé, on devient un pays d'immigration. On passe d'une situation de pays d'émigration à une situation de pays d'immigration. En revanche, lorsqu'on décompose le taux d'expatriation, le taux d'émigration, qui est le rapport entre le nombre de gens qui sont partis par rapport à la population des pays d'origine, mais quand on décompose ce taux par niveau de qualification, on calcule ce qu'on appelle un brain drain, une fuite des cerveaux, on prend le nombre de qualifiés à l'étranger sur la population qualifiée du pays de départ. Là, c'est exactement l'inverse qu'on observe, c'est que les pays pauvres ont un taux d'expatriation de qualifiés qui peut être très très élevé, 30, 40, 50%, 60%, tandis que les pays à revenus intermédiaires ont des fuites de cerveau, des taux d'expatriation de qualifiés relativement raisonnables, entre 5 et 10%. Donc les plus grands perdants dans l'émigration de qualifiés sont les pays pauvres. Les effets économiques de l'immigration sur les pays d'accueil, en réalité, ils sont extrêmement faibles. Les effets sur le marché du travail, les effets sur les salaires des autochtones, les effets sur l'emploi des autochtones, des gens qui sont nés en France par exemple, de l'immigration, d'un afflux d'immigration, sont extrêmement faibles, sont d'une très faible amplitude. Ils sont relativement positifs ou légèrement négatifs selon les pays. Les travaux récents montrent que l'effet est plutôt positif sur les salaires des autochtones, en dépit des idées reçues là-dessus, puisqu'on a plutôt l'impression que ça va réduire les salaires des autochtones. Mais non, parce qu'en fait les migrants n'occupent pas les mêmes emplois. Ils sont complémentaires des autochtones et non pas substituables aux autochtones. Ils ne sont pas concurrentiels des autochtones. Et ça permet aux autochtones de se replier sur des tâches. C'est ce que montre une étude récente du CEPI, sur des tâches plus élaborées, mieux rémunérées. Et donc on a un impact dans plusieurs études françaises positif sur les salaires, léger, mais positif de 3 à 4%. C'est la même chose sur l'emploi, ça n'a pas des effets très très importants sur l'emploi, mais de très faible amplitude. Parce qu'il y a cette histoire de complémentarité entre les emplois occupés par les migrants et les emplois occupés par les autochtones. En revanche, s'il y a de la substitution, c'est davantage entre les migrants eux-mêmes, entre les vagues d'immigration eux-mêmes, dans le secteur du bâtiment par exemple, dans le secteur des services. Alors, les effets sur les pays d'origine sont des effets beaucoup plus importants.
Si l'ampleur des effets sur les pays d'accueil est relativement limitée, s'agissant du marché du travail, ils sont aussi limités s'agissant des effets sur la protection sociale et les finances publiques. Une étude récente a montré que les effets étaient relativement limités également. Sur le commerce international, sur les effets sur les pays d'origine, c'est très important. Par exemple, on a 700 milliards de dollars de transfert de fonds des migrants, qui est de l'épargne transférée vers leur famille, restée au pays. Et ça a des effets extrêmement importants sur la réduction de la pauvreté transitionnelle, sur la possibilité que les ménages qui reçoivent de l'argent envoient leurs enfants à l'école plutôt que de les envoyer à l'usine ou dans les ateliers de sueur. Donc ça réduit le travail des enfants. Ça favorise aussi les équipements collectifs, s'agissant des transferts collectifs des migrants dans les villages. Et donc il y a plutôt des effets positifs, même si au niveau macroéconomique ça peut avoir des effets relativement pervers dans certains cas. L'effet est un effet extrêmement important. En revanche, il y a également les transferts des diasporas, c'est-à-dire des migrants et de tous les gens qui sont associés de près ou de loin à leur pays d'origine, attachés de près ou de loin au pays d'origine. Ces transferts immatériels, qui ne sont pas des transferts monétaires comme dans le cas des transferts d'argent, c'est des transferts de technologie, de savoir-faire, de connaissances, de normes, de pratiques, qu'elles soient sanitaires. Ça réduit par exemple la prévalence de l'excision dans certains pays d'Afrique. Donc les migrations jouent un rôle assez considérable dans les changements institutionnels qui s'opèrent dans les pays d'origine. Et les effets sont bien plus importants sur les pays de départ qu'ils ne le sont sur les pays d'arrivée. S'agissant des migrations de qualifiés, là, les choses sont très intéressantes puisque l'effet sur les pays d'accueil est toujours un effet relativement positif. Sur les pays d'origine, là, les choses sont plus compliquées. Les pays pauvres qui ont des taux d'expatriation de qualifiés très élevés, au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire au-delà de 15-20% de taux d'expatriation de qualifiés, de taux de fuite de cerveau si vous voulez, les effets deviennent nettement négatifs sur le pays d'origine. Ça crée même des sortes de trappes au sous-développement, parce que moins vous avez de qualifiés, moins vous pouvez attirer des investissements directs, et moins vous pouvez avoir une croissance et un développement plus dynamique. Si on est en dessous de ce seuil, pour les pays à revenus intermédiaires, la Chine, l'Inde par exemple, ils sont entre 5 et 10%, ben là vous allez avoir plutôt des effets bénéfiques de la fuite des cerveaux, ce qui peut apparaître comme paradoxal. En fait, les effets bénéfiques ils s'expliquent par 3 canaux principaux. Les transferts d'argent, plus vous êtes qualifié, plus vous allez transférer de l'argent. Et ça va permettre de réduire la pauvreté, je le disais avant, mais aussi d'améliorer l'éducation globale. Les transferts de connaissances, le retour des migrants qui va permettre d'améliorer les conditions d'éducation, etc. Et puis troisième aspect, qui est un aspect beaucoup plus intéressant, c'est un aspect, disons, d'incitation à l'éducation pour augmenter ses chances de partir. Comme les coûts de mobilité sont élevés, plus on investit dans l'éducation, plus on a des diplômes, plus on augmente sa probabilité d'émigrer. Et donc, et ce faisant, ça favorise une augmentation généralisée dans les pays du stock d'éducation, du stock de capital humain, donc du niveau d'éducation. Donc ça peut avoir plutôt des effets positifs. Donc vous voyez, la fuite des cerveaux n'a pas un effet symétrique selon les pays de départ, ça touche. Ça fait très mal aux pays pauvres et ça avantage plutôt les pays à revenus intermédiaires. Alors, le commerce international a depuis toujours, j'imagine dans les bistrots, mais au-delà des bistrots, été accusé de tous les maux. C'était la perspective que son emploi soit délocalisé en Chine qui expliquait que l'industrialisation française périclite, que les salaires n'augmentent pas. Et donc il y avait cette vision qui paraissait assez anodine d'un lien mécanique qui jouait, que l'ouverture internationale insufflait une dynamique du moins 10 ans et que les activités allaient être redéployées en Chine et que tous les salaires, notamment des gens qui étaient en concurrence directe avec la Chine, allaient baisser. Et donc c'était ça qui justifiait, qui expliquait pourquoi en Europe, dans tous les pays développés, on voyait une augmentation des inégalités. Alors, de nombreux travaux empiriques ont essayé de relier cette augmentation des inégalités qui est indiscutable à l'internationalisation des productions de ces pays développés. Et jusqu'à récemment, je pense que le consensus, c'était que le commerce n'était pour pas grand-chose. Et donc, la phrase qui est
très marquante de ce point de vue, c'est celle de Paul Krugman qui disait globalization is not the culprit. Donc la globalisation n'est pas le coupable. L'idée, c'était plutôt que cette montée inexorable des inégalités était liée au progrès technique. Le progrès technique faisait qu'on remplaçait le travailleur peu qualifié par des machines, que c'était l'ingénieur qualifié qui programmait la machine et donc on n'avait plus besoin du travailleur peu qualifié et que donc il n'y avait pas de demande pour ce travailleur peu qualifié, que son salaire du coup restait bas alors que le salaire du travailleur qualifié augmentait. Alors, il y avait quand même un petit souci, c'est que normalement cette théorie aurait dû aboutir à un résultat inversé dans les pays pauvres. Si la théorie des avantages comparatifs était appliquée, en fait, on se serait attendu qu'au contraire, dans les pays riches, qui récupèrent toutes ces tâches des travailleurs peu qualifiés du Nord, les salaires des travailleurs peu qualifiés dans le Sud devraient augmenter. Et donc les inégalités devraient se résorber dans le Sud. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. En Chine, en Inde, les inégalités explosent. Et donc récemment, Krugman lui aussi a changé d'avis, c'est-à-dire que les derniers travaux de Krugman, mais aussi ce qu'on peut trouver dans le dernier livre de Joseph Stiglitz, c'est que la mondialisation en fait est responsable des inégalités, sans doute en partie parce qu'elle explique le progrès technique. C'est parce qu'il y a la perspective que des pans de la production soient délocalisés qu'il faut innover sans cesse. Et donc finalement, le progrès technique est lui-même causé par la mondialisation. Plus profondément, il semble qu'on soit arrivé dans une phase qui a fait basculer la donne, et notamment c'est l'émergence de la Chine qui expliquerait pourquoi les salaires dans les économies riches pour les travailleurs les moins qualifiés n'augmentent pas. Parce que ceux-ci sont directement en concurrence avec la Chine, qui a une armée de réserve incroyable. Et ce dont on se rend compte, c'est que non seulement les travailleurs peu qualifiés dans les pays riches vont souffrir de cette concurrence, mais c'est par deux effets. Un, les travailleurs peu qualifiés travaillent dans des secteurs qui sont directement exposés à la concurrence chinoise, c'est-à-dire ils travaillent dans le textile et pas, on va dire, dans des secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre qualifiée. Mais deux, même s'ils travaillent dans des entreprises qui sont plus high-tech, leur tâche à eux maintenant, avec la tertiarisation, avec le fait qu'on fragmente le processus de production et on n'échange plus des biens finis, leur tâche à eux, leur contribution à eux, va pouvoir être délocalisée en Chine. Et donc, il semble que ça explique, en lien avec cette masse de la Chine, mieux la croissance des inégalités dans le Nord, mais aussi dans le Sud. C'est-à-dire que l'arrivée de la Chine a permis vraiment aux entreprises d'optimiser l'allocation internationale de leurs tâches. Et une grande partie est partie en Chine. Mais quand elle arrive en Chine, cette tâche, elle est relativement plus intensive en capital humain, elle est plus exigeante en compétences que la moyenne de la population chinoise. Et donc, elle contribue en Chine à faire exploser les salaires des gens qui sont un peu plus qualifiés que les autres. Et donc, ça accroît les inégalités aussi dans le Sud. Donc, la mondialisation, maintenant, je pense que le consensus qui émerge, c'est que la mondialisation est coupable, notamment à expliquer l'augmentation des inégalités dans les pays pauvres.